Pourquoi l'Europe revient-elle, presque à pas feutrés, vers une Afrique qu'elle avait publiquement tourné le dos? Il y a à peine quelques mois, l'Union européenne rompait brutalement toute relation avec le Burkina Faso, condamnant sans appel le coup d'État militaire. Dialogue rompu, sanctions brandies, l'Occident pariait sur l'isolement et la pression pour imposer ses règles. Aujourd'hui, l'ambiance a changé. À Ouagadougou, des diplomates européens se succèdent dans des réunions discrètes, cherchant à rouvrir un dialogue qu'ils avaient eux-mêmes claqué. Pourquoi ce revirement soudain? Qu'est-ce que l'Europe redoute de perdre? La réponse devient limpide. L'Afrique n'est plus cette observatrice silencieuse de son destin. Elle rejette désormais les diktats venus d'ailleurs. Le rapport de force s'est inversé. L'Europe, autrefois toute puissante, doit négocier pour ne pas être évincée d'une région désormais vitale. Derrière les portes closes, l'enjeu est colossal. Ressources naturelles, influence géopolitique, accès à un marché jeune et dynamique. Si l'Europe échoue à s'adapter, elle risque bien davantage que la perte d'un allié. C'est sa place même dans le nouvel ordre mondial, sa réputation et son avenir économique qui vacillent. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi ces visites secrètes, ces discours prudents, ces tentatives de renouer des liens brisés? L'Europe a-t-elle vraiment le choix face à une Afrique qui impose enfin ses propres conditions? Ce basculement n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un simple caprice diplomatique. Il s'agit de la conséquence d'un long processus historique, de décennies de tensions, de choix stratégiques et d'alliances renouvelées qui redistribuent les cartes du pouvoir sur le continent africain. Pour mieux comprendre l'ampleur du changement, il faut remonter dans l'histoire et examiner les précédents. Déjà au XIXe siècle, l'Europe s'était ruée sur l'Afrique lors de la course au partage, imposant sa domination à coups de traités inégaux et d'occupations militaires. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'accepte plus ces logiques héritées du passé. Une ère nouvelle s'est ouverte, où chaque décision, chaque alliance, chaque rupture porte le poids d'une mémoire encore vive. Longtemps, l'Afrique fut perçue par l'Occident comme un terrain de manœuvre, un espace où l'on pouvait imposer ses propres volontés. Mais aujourd'hui, le rapport de force s'inverse. L'Union européenne fait face à une Afrique qui ne se contente plus d'obéir et qui n'hésite plus à imposer ses propres règles. Ce phénomène n'est pas unique. Rappelons-nous l'Asie du Sud-Est dans les années 70, lorsque des pays comme le Vietnam ou l'Indonésie ont su rompre avec les anciennes puissances coloniales pour définir leurs politiques indépendantes. Le Sahel, autrefois sous la tutelle discrète mais ferme de Bruxelles et de Paris, a changé de visage. Pendant des décennies, l'Union européenne a orchestré sa politique dans la région. Aide financière, missions militaires, promesses de stabilité. Chaque geste semblait inscrit dans une routine diplomatique bien huilée. On se souvient par exemple de l'opération Barkhane, menée par la France, ou des fonds d'aide au développement canalisés par Bruxelles. Mais en septembre 2022, un choc résonne. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina Faso. L'Europe réagit immédiatement. Condamnation officielle, suspension intégrale de l'aide publique, gel des accords. Bruxelles espère que la pression, comme tant de fois auparavant, forcera Ouagadougou à céder. C'est un scénario qui rappelle les réactions de l'Occident face à la révolution égyptienne de 2011, où l'aide fut suspendue pour tenter de peser sur la transition politique. Pourtant, le président Traoré refuse de plier. Il rompt les partenariats militaires et sécuritaires, ferme la porte à la coopération européenne. Son message est sans ambiguïté. Le Burkina Faso revendique son autonomie et ne tolérera plus d'ingérence. Ce geste fort ne reste pas isolé. En quelques mois à peine, le Niger s'engage sur la même voie, suivi par le Mali et d'autres pays de la région. D'autres capitales d'Afrique de l'Ouest observent, puis suivent. L'ancienne mécanique de soumission se brise. Pour la première fois, une dynamique régionale s'installe, solidaire et déterminée. Cette solidarité rappelle celle des pays d'Amérique latine lors de leur lutte pour l'indépendance au XIXe siècle, où les révolutions se faisaient écho d'un pays à l'autre. À Bruxelles, la stupeur domine. L'Union européenne découvre qu'elle n'a plus affaire à des partenaires isolés,
mais à un front uni qui défie son autorité. Les interlocuteurs traditionnels disparaissent. Une nouvelle génération de dirigeants africains affirme sa voix, et l'Europe comprend, trop tard, qu'elle ne fixe plus les règles du jeu. La menace est claire. Si l'Union européenne se retire, d'autres puissances attendent en embuscade. La Chine, la Russie, la Turquie proposent déjà d'autres formes de coopération, plus égalitaires en apparence, prêtes à remplir le vide laissé par l'Europe. Pour Bruxelles, l'enjeu est immense. Préserver son influence ou risquer de devenir un acteur de second plan sur le continent africain. Ce bouleversement n'est pas le fruit du hasard. Derrière les discours officiels se cachent des intérêts profonds, des rivalités larvées, des stratégies longtemps tues. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce réveil africain? Pourquoi l'Europe se retrouve-t-elle soudain sur la défensive, obligée de réinventer sa place? Pour répondre, il faut s'attarder sur le rôle des ressources naturelles. Le continent africain recèle une palette impressionnante de richesses: uranium, or, lithium, cobalt, pétrole, gaz, mais aussi des terres rares indispensables à la transition énergétique mondiale. Rien qu'au Burkina Faso, l'or représente une part conséquente des exportations, et le Niger détient des gisements d'uranium essentiels au fonctionnement des centrales nucléaires européennes. Sans ces ressources, l'industrie du vieux continent vacille. L'heure est venue de décoder ce basculement, d'en dévoiler les ressorts cachés et d'en mesurer les conséquences. Pour l'Europe comme pour l'Afrique, rien ne sera plus jamais comme avant. La rupture n'est qu'un début. Derrière ce bras de fer, des manœuvres plus discrètes se dessinent, des alliances nouvelles s'esquissent. Par exemple, le Burkina Faso a récemment signé des accords de coopération militaire avec la Russie, tandis que la Chine finance des infrastructures majeures, comme des routes et des barrages hydroélectriques, sur tout le continent. Cette diversification des partenariats est une stratégie délibérée pour éviter toute dépendance. L'Europe ne dicte plus les règles du jeu. Désormais, l'Afrique ne se contente plus d'attendre les consignes de Bruxelles ou de Paris. Elle impose ses conditions et ce basculement fait trembler les dirigeants européens. Pendant des décennies, l'Union européenne se glorifiait d'avoir injecté des centaines de milliards de francs CFA au Sahel, pensant ainsi acheter sa place et son avenir sur le continent. Mais aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. L'Europe frappe à la porte, mendie l'accès aux ressources essentielles. Les dirigeants européens multiplient les visites, les sommets, les promesses. Officiellement, on parle de coopération gagnant-gagnant. Mais sur le terrain, c'est une lutte de chaque instant. Ne pas se faire éjecter par une Afrique qui sait enfin ce qu'elle vaut. Prenons l'exemple de la récente visite du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Joël Gomes-Cravenho, qui s'est rendu à Ouagadougou en mai 2025. Une visite de 72 heures, jalonnée de réunions à huis clos, d'annonces prudentes, de déclarations mesurées. Derrière les sourires officiels, la tension est palpable. Il ne s'agit plus de donner des ordres, mais de négocier pied à pied chaque point, chaque engagement. Les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Les pressions diplomatiques, les aides conditionnées, les promesses de développement sans lendemain, rien de tout cela ne fait reculer les capitales africaines. Les chefs d'État du Sahel n'ont plus peur. Ils osent rompre les partenariats jugés toxiques, réclament le respect et surtout, ouvrent la porte à de nouveaux alliés. Car l'Afrique n'est plus isolée face à l'Europe. La Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, tous cherchent à tisser des liens, à investir, à proposer leurs propres deals. Burkina Faso, Mali, Niger, tous font jouer la concurrence. Pour l'Union européenne, il ne s'agit plus de prestige, mais de survie géopolitique et économique. L'enjeu, c'est l'accès aux matières premières stratégiques, uranium, or, lithium, cobalt, terres rares. Le moindre blocage fait vaciller l'industrie, l'énergie, voire la sécurité économique du continent européen. Mais au-delà, la perte d'influence en Afrique signifie reculer dans le nouvel ordre mondial. Pour illustrer ce point, rappelons que la Chine contrôle déjà une part significative de la production mondiale de cobalt en République démocratique du Congo, tandis que la Russie a renforcé sa présence militaire au Mali. Ces exemples montrent que l'Europe ne peut plus considérer l'Afrique comme son précaré exclusif.
Face à cette nouvelle donne, l'Union européenne doit tout repenser. Peut-elle encore offrir quelque chose d'irremplaçable? Acceptera-t-elle de traiter l'Afrique en partenaire égal, ou restera-t-elle prisonnière de ses vieux réflexes, au risque de tout perdre? Mais derrière ce bras de fer, une autre question se pose. Comment le Burkina Faso vit-il ce tournant historique? Du sommet jusqu'au village, ce changement de cap bouleverse les certitudes. Dans les rues de Ouagadougou, la population s'interroge. Certains voient dans l'émancipation vis-à-vis de l'Europe une chance de retrouver la dignité perdue, d'autres craignent l'instabilité. Des agriculteurs espèrent que les nouveaux partenaires apporteront enfin l'irrigation tant promise, tandis que des commerçants guettent les opportunités offertes par l'ouverture vers l'Asie ou le Moyen-Orient. Pour la société civile, c'est aussi le moment d'exiger des comptes à leurs propres dirigeants. L'accès aux richesses nationales doit profiter à tous, pas seulement à une élite. Des collectifs citoyens, des ONG locales, se mobilisent pour surveiller la gestion des contrats miniers ou la transparence des flux financiers. Cette vigilance nouvelle est le gage d'une transformation réelle, au-delà des symboles. L'Afrique n'est plus reléguée au second plan. Elle est devenue le cœur vibrant d'un monde en pleine mutation. D'ici moins de 30 années, un jeune sur 3 sur la planète sera africain. Cette croissance démographique fulgurante, alliée à une vitalité économique sans précédent, place le continent au centre du nouvel échiquier mondial. L'Afrique n'accepte plus d'être ignorée ni réduite à une simple zone d'influence. Ce basculement bouleverse les certitudes des anciennes puissances. L'Europe, longtemps habituée à imposer ses règles, doit désormais séduire, convaincre et composer avec l'impatience de ses interlocuteurs. Pour rester dans la course, elle multiplie les initiatives, investissements dans les énergies propres, promesses de coopération sur le climat, annonces spectaculaires de dons et de partenariats. Mais sur le terrain, ces promesses peinent à se traduire en actes. Trop de projets restent lettres mortes, trop d'engagements ne franchissent jamais le seuil des discours officiels. Les souvenirs de l'exploitation coloniale et des décennies d'inégalités pèsent lourd. La méfiance s'accroît, alimentée par chaque promesse non tenue. Face à cette défiance, les priorités africaines se font entendre avec force. Plus question d'accepter des accords léonins ou des partenariats de façade. Les sociétés civiles et les dirigeants réclament respect, souveraineté et réciprocité. Ils n'hésitent plus à dénoncer publiquement les contrats inéquitables, à poser leurs conditions ou à tourner le dos à l'Europe si nécessaire. Désormais, l'Afrique choisit ses alliés. Elle se tourne vers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, vers tous ceux qui la traitent en partenaire à part entière, sans condescendance ni agenda caché. C'est une révolution silencieuse, mais déterminée. Pour l'Europe, le risque est immense, s'adapter à cette nouvelle réalité ou se retrouver marginalisée sur la scène mondiale. Pour l'Afrique, l'enjeu est historique. Attirer les investissements qui serviront ses propres intérêts, imposer sa voix dans les débats internationaux et bâtir une prospérité durable selon ses propres règles. Le jeu reste ouvert, mais l'histoire ne s'écrit plus à sens unique. Chacun doit choisir son camp et apprendre à composer avec un monde où l'Afrique impose désormais ses conditions. Prenons un exemple concret. Le projet de la Grande Muraille verte, destiné à stopper la désertification du Sahel. Alors que l'Europe promettait des financements massifs, ce sont finalement la Banque africaine de développement et des partenaires asiatiques qui ont débloqué les premiers fonds, donnant le ton d'une nouvelle ère où l'Afrique prend l'initiative. Reste à savoir si tous sauront vraiment tirer les leçons du passé et éviter de répéter les erreurs qui ont si longtemps freiné l'émancipation africaine. Mais la véritable épreuve commence maintenant. Le passé ne s'efface pas d'un trait, et chaque choix compte. L'Afrique saura-t-elle transformer ce tournant en victoire durable? Jamais l'Afrique n'a détenu autant de pouvoir sur son propre destin. Mais ce levier est fragile. Tout dépendra de la manière dont il sera utilisé. C'est une révolution silencieuse, mais d'une portée inédite. Pour la première fois depuis plusieurs générations, l'Afrique ne se contente plus de subir le regard ou les diktats de l'Occident. Elle prend l'initiative, pose ses exigences et force le respect de sa souveraineté sur la scène internationale. Première leçon.
le temps des promesses vides et de la charité intéressée est révolu. Le respect, la réciprocité et la souveraineté deviennent les fondations incontournables de toute relation. Les échanges à sens unique, où l'Europe fixait seule les règles, relèvent désormais du passé. Deuxième leçon. L'Afrique ne peut plus tolérer d'accords déséquilibrés, quel que soit l'enrobage rhétorique sur l'aide, l'environnement ou le développement. Trop souvent, ces arrangements servent avant tout des intérêts extérieurs. Chaque dirigeant africain porte aujourd'hui la responsabilité historique de n'accepter que des concessions véritablement équitables. Troisième leçon. La jeunesse africaine, les richesses naturelles du continent et sa position géostratégique sont des atouts majeurs jamais réunis à ce point dans l'histoire récente. Cette génération refuse de répéter les erreurs d'hier. Elle veut siéger à la table mondiale et possède enfin les moyens de s'y imposer. L'Europe, elle aussi, doit faire face à une vérité brutale. Si elle souhaite demeurer un acteur crédible et influent, elle devra écouter, investir sur le long terme, respecter sans condition, renoncer à toute arrogance ou arrière-pensée. Fini l'ère du « donneur de leçons ». Mais le risque est immense. À ce moment charnière, soit l'Afrique saisit cette chance unique de redéfinir son avenir, soit elle retombe dans les anciens schémas d'exploitation et de dépendance, si ses décideurs manquent d'audace ou de vision. Le monde entier observe, prêt à juger. Désormais, ce ne sont plus seulement l'économie ou la diplomatie qui se jouent, c'est la réputation, la souveraineté et la position réelle de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial. Les choix des prochains mois façonneront le destin d'une génération entière. Une page se tourne. L'histoire s'écrit maintenant, sous nos yeux, et chacun devra en assumer les conséquences. L'Union européenne, consciente de ce basculement, tente de renouer les liens avec le Burkina Faso et le Sahel, non par altruisme, mais parce que le rapport de force a radicalement changé. Voici comment s'opère ce bouleversement à l'échelle régionale. Regardons le cas de l'Allemagne, par exemple. Après avoir suspendu toute coopération avec le Burkina Faso, Berlin a discrètement dépêché un nouvel ambassadeur au printemps 2024. Objectif : renouer un dialogue, malgré les divergences persistantes sur la gouvernance militaire. Cette démarche rappelle les tentatives de réconciliation menées par les États-Unis avec le Vietnam dans les années 90, lorsque les intérêts stratégiques ont fini par l'emporter sur les considérations idéologiques. De même, le Danemark et l'Italie se sont tour à tour rapprochés de Ouagadougou, cherchant à rétablir des canaux de communication. À chaque fois, la démarche est prudente, presque timide. Mais le message est clair. L'Europe ne peut plus se permettre d'être absente dans une région où la concurrence internationale s'intensifie. La renaissance africaine ne ralentit plus, elle avance inexorablement. À chacun de choisir, suivre le mouvement ou rester en arrière. Ce qui s'est joué au Sahel n'est pas un simple bras de fer diplomatique. C'est la manifestation d'un bouleversement historique. L'Afrique, longtemps spectatrice, s'impose désormais comme actrice principale sur sa propre scène. L'Union européenne, forcée de revoir sa posture héritée d'un autre temps, doit affronter de nouveaux interlocuteurs qui n'acceptent plus d'être traités en subalternes. Face à ce renversement, une question s'impose à tous. Concrètement, qu'implique ce changement de dynamique pour notre avenir collectif ? Les enjeux sont considérables. Comprendre cette réalité, c'est saisir que le pouvoir, la réputation internationale et même la sécurité économique peuvent soudain basculer entre les mains de ceux que l'on croyait sans voix. Désormais, ce ne sont plus les capitales européennes qui dictent le tempo. Ce sont les nations africaines qui formulent leurs exigences et confrontent l'Europe à ses propres paradoxes. Après avoir longtemps prêché le dialogue et l'aide, l'Union européenne se découvre dépendante du Burkina Faso et du Sahel pour préserver sa propre influence, bien davantage que l'inverse. Le mythe d'une Afrique impuissante s'effondre sous nos yeux. Ce que nous voyons naître, c'est un partenariat réel, où chaque camp doit prouver sa légitimité, écouter et s'adapter, sous peine d'être écarté du jeu mondial. Derrière les sourires officiels, la tension ne retombe pas. Chacun avance avec prudence, car les règles du jeu ont changé. Pour le citoyen attentif, c'est le moment de réinterroger ses certitudes, de dépasser les clichés
et de s'informer sur les alliances qui se redessinent à l'écart du regard public. L'époque où l'Europe imposait sa volonté touche à sa fin. Désormais, écoute, respect et négociation entre pairs deviennent la norme. L'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe se joue dans cette capacité à ouvrir les yeux collectivement. Pour les citoyens burkinabés et africains, il s'agit aussi de se former, de s'informer et de participer au débat public. Des initiatives telles que le budget participatif de la ville de Ouagadougou ou les forums citoyens pour la transparence minière sont des exemples concrets d'une société civile qui prend en main son destin. Il n'y a plus d'espace pour la nostalgie d'un ordre ancien. Chaque citoyen doit choisir, rester simple spectateur ou devenir acteur du changement, comprendre les nouveaux rapports de force ou les subir. La renaissance africaine est lancée, rien ne l'arrêtera. Face à ces bouleversements, que peut réellement faire l'Europe pour rester un partenaire crédible? Premièrement, elle doit accepter de revoir en profondeur ses méthodes de coopération. Cela signifie privilégier les projets réellement co-construits, où la voix africaine est entendue et respectée à chaque étape. Un exemple serait de soutenir davantage les universités africaines, en finançant des programmes de recherche définis localement et non imposés depuis Bruxelles ou Paris. Deuxièmement, l'Europe doit cesser de conditionner son aide à des critères politiques unilatéraux. Si la stabilité démocratique est un objectif louable, l'expérience prouve qu'imposer des modèles sans tenir compte des réalités locales ne fait que renforcer la défiance. Il est temps d'adopter une approche pragmatique, fondée sur la confiance et le dialogue. Troisièmement, l'Union européenne peut investir dans les infrastructures et l'innovation, en soutenant des secteurs porteurs comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables ou la santé. Par exemple, le financement de réseaux solaires décentralisés dans les villages du Burkina Faso offrirait une solution concrète à la crise énergétique et montrerait la capacité de l'Europe à répondre aux besoins réels des populations. Quatrièmement, il est crucial de renforcer les échanges culturels et éducatifs. Les programmes d'échange universitaires ou de stages professionnels entre l'Afrique et l'Europe peuvent contribuer à bâtir une génération de leaders conscients des enjeux globaux et capables de dialoguer d'égal à égal. Enfin, l'Europe doit accepter de perdre parfois le contrôle. Cela signifie accepter que l'Afrique puisse choisir d'autres partenaires, refuser certains accords ou imposer des conditions. Ce respect de la souveraineté est la seule voie pour construire une relation durable et équilibrée. Reste à savoir, serons-nous capables de reconnaître cette nouvelle réalité et d'en tirer les conséquences pour demain? Ce nouveau chapitre, qui s'ouvre sous nos yeux, n'est pas écrit d'avance. Il appartient à chaque acteur, à chaque citoyen des deux continents, d'en façonner le contenu, de s'impliquer, de veiller à ce que les erreurs du passé ne se répètent pas. La page de la domination unilatérale est tournée. Place à la co-construction, à la vigilance et surtout au respect mutuel.